Bon, merci à tous et à toutes de vous être connectés pour ce webinaire intitulé Canada et CETA, quelles opportunités pour les entreprises agroalimentaires françaises. Je vais pas monopoliser du tout la parole. Je vais très vite la passer à notre intervenant Jean-Toussaint Battestini. Mais je voulais juste vous faire un petit rappel du droit de la concurrence. Donc, dans le cadre de cette réunion, je vous remercierai de ne pas parler de données sensibles ou de divulguer tout type d'informations qui pourraient entraver les règles du droit de la concurrence. Euh, il y aura évidemment un temps de questions-réponses à la fin. Si vous pouvez bien évidemment lever la main et on vous donnera la parole. Néanmoins, si vous pensez, si vous n'êtes pas sûr du caractère confidentiel de votre demande, n'hésitez pas à me la transmettre par mail et moi je la porterai à voix haute en anonymisant la question. Voilà. Et si bien évidemment nous n'avons pas le temps de traiter toutes les demandes, de toute façon, Jean Toussaint vous le dira aussi bien que moi. Nous serons à votre disposition pour répondre à toutes vos demandes ultérieurement. Voilà, donc je m'arrête là, j'en dis pas plus. Et Jean Toussaint, je te laisse la parole. Et encore merci beaucoup pour ta présence. Merci beaucoup, Valentine. Alors, juste pour me présenter très rapidement, donc Jean-Toussaint Battestini, donc je suis expert technique international dédié au CETA. Donc, en fait, derrière ce titre un peu ronflant, c'est simplement une mission de coopération entre le gouvernement, la Direction générale du Trésor et Affaires mondiales Canada, donc le gouvernement canadien. Et la mission, elle a deux objectifs. La première, c'est comprendre pourquoi les entreprises françaises et canadiennes utilisent ou n'utilisent pas l'accord. Et sur la base de ce diagnostic, mettre en place comment dire, des ressources pédagogiques et autres, notamment ce webinaire, hein, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, pour expliquer aux entreprises comment tirer pleinement profit de cet accord, hein, parce qu'on va le voir, il permet beaucoup de choses, hein, commerce, investissement, implantation au Canada. C'est ce qu'on va voir en détail dans ce webinaire et aussi les petits outils qui vous aideront à naviguer à travers l'accord. Donc, une présentation pardon, en deux parties. La première, déjà, pour vous expliquer un peu de manière théorique, qu'est-ce qu'il y a dans cet accord, quelles ont été les avancées pour vos industries et un petit bilan de ce que ça donne, notamment au regard de l'actualité avec les tensions commerciales qu'il peut y avoir, hein, notamment entre le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce que ça peut ouvrir comme opportunité pour vous en tant que producteur-exportateur? Et enfin, une deuxième partie un peu plus théorique, c'est-à-dire concrètement comment vous, en tant qu'entreprise, vous allez faire pour utiliser cet accord et qui vous devez contacter éventuellement si vous avez besoin à un moment donné de passer par un pourvoyeur de services. Donc déjà, le CETA, hein, pour vous le dire très rapidement, c'est un accord commercial entre l'Union européenne et le Canada qui est en vigueur depuis en fait septembre 2017. On dit qu'il est en vigueur provisoire, donc là, je ne vais pas vous lancer dans des cours juridiques à 14 heures, mais en gros, l'idée, c'est de dire que comme en fait, c'est un mélange de compétences de l'Union européenne, donc en fait le commerce, et de compétences des États membres, notamment ce qui a trait au contrôle des investissements, en fait, il doit être ratifié à la fois par l'UE et les États membres. C'est pour ça que notamment, vous avez probablement entendu parler du CETA, notamment l'an dernier avec le Sénat ou quelques années avant à l'Assemblée nationale. Mais en fait, la ratification des États membres, elle n'a pas pour le moment, elle n'a pas d'effet en fait sur sa mise en œuvre parce que depuis le 21 septembre 2017, vous pouvez exporter au Canada tous les produits, à l'exception de un ou deux qu'on va voir juste après, sans droit de douane si vous respectez les dispositions de l'accord. Donc, je vous ai quand même mis la carte à titre indicatif pour dire qui l'a ratifié et qui l'a pas ratifié. Pour vous, ce qui est aussi intéressant, c'est que dans le CETA, ce n'est pas juste un accord statique, hein, c'est un accord dynamique. Vous avez on va dire des forums de coopération réglementaire où en fait les autorités européennes, françaises, canadiennes se réunissent et en fait discutent pour voir éventuellement si vous avez des obstacles à vendre certains de vos produits au Canada, pour faire remonter ces barrières et ensuite discuter pour voir comment faciliter l'entrée de vos marchandises sur le marché canadien à l'avenir. Sachez que ces harmonisations ne peuvent intervenir qu'à la hausse, aucune baisse de réglementation ne peut intervenir, donc c'est soit l'harmonisation au même niveau, soit au niveau supérieur. Donc, pour donner un exemple, hein, sur les vins, hier, des IG supplémentaires ont été reconnus pour le Canada, hein, pour certaines de ces provinces, hein, pour lesquelles elles militaient depuis longtemps. Donc, pour vous aussi, il y a des choses à faire. Sachez qu'il y a un rapport qui a été fait par la Commission européenne, qui est vraiment le premier rapport qui résume vraiment, étudie le CETA, qui a été publié il y a quelques semaines. C'est un rapport très long, 300 pages. Il y a quelques dispositions dans le rapport, hein, qui couvrent sur tout ce qui est agroalimentaire. Et en fait, ce qu'il en ressort, c'est que, ce qu'on va voir aussi après, hein, de manière très large, c'est qu'en fait, le secteur alimentaire, agroalimentaire, a été l'un des grands gagnants côté européen, hein, pour cet accord. Hein. Ça a ouvert de nombreuses opportunités pour vous.
Alors, attendez, changement de slide. Bon, alors, concrètement, quelles avancées pour vous dans les filières agroalimentaires? Alors, je vais aussi bien couvrir l'import que l'export, parce que vous pouvez être producteur, à la fois importer des produits du Canada, les retransformer, les renvoyer au Canada. Donc, on va couvrir les deux aspects. Sachez qu'avant le CETA, ou si vous ne recourez pas aux dispositions de l'accord, quand vous vouliez exporter au Canada, il y avait des droits de douane qui pouvaient être assez importants, qui pouvaient s'appliquer. Donc, pour les préparations alimentaires, au sens très large, on va dire des pâtes, des conserves ou autres préparations alimentaires, les droits de douane pouvaient osciller entre 6,5 voire à 9,5%, voire même parfois aller un petit peu plus au-delà. Pour les produits de boulangerie et viennoiserie, on peut avoir des droits de douane entre 3 et 9,5. Pour tout ce qui peut être jus de fruits et légumes, ça pouvait monter jusqu'à 11,5. Alors, pour les produits laitiers, en moyenne, on est autour de 10%, mais vous voyez quand même que sur le fromage et autres produits un peu de ce style-là, les droits de douane sont extrêmement importants et que sont positifs, 227%. Et en fait, il y a justement des contingents tarifaires qui ont été ouverts, c'est ce qu'on va voir après, qui justement, en fait, ont permis au fromage français, dans une certaine limite, d'entrer au Canada. Confiserie, ça peut aller jusqu'à 10%, et les boissons alcoolisées, au sens très large, ça peut aller jusqu'à 12% en moyenne. Dans l'autre sens, quand vous voulez importer éventuellement des produits canadiens, soit finis, soit à retransformer derrière, en fait, avant le CETA, les produits de la pêche, ça pouvait monter jusqu'à 24% de droits de douane. Pour les sucres et autres dérivés, ça pouvait aller jusqu'à en moyenne 40%. Pour tout ce qui est préparation de fruits et de légumes, pareil, 24%. Et pour tout ce qui peut être condiments et dérivés, ça pouvait aller jusqu'à 13%. Vous voyez quand même qu'on est sur des droits de douane en théorie du commerce international. On considère que tout ce qui commence à dépasser 5-6%, c'est suffisamment important pour vraiment, en fait, on va dire, restreindre le commerce que vous pouvez faire avec un pays. Donc, vous voyez que cette élimination de barrières douanières, imaginez sur des commandes à 10 000, 100 000 ou 200 000 euros, ça fait vraiment la différence pour votre client. Donc, attention, petit caveat, sachez que les produits de volaille et les ovoproduits, eux, ne sont pas libéralisés avec le CETA. Il y a toujours des droits de douane très importants qui peuvent se manifester pour ces produits-là. Ça ne couvre pas le foie gras, par exemple, mais par exemple, la viande de dinde, la viande de poulet, les œufs, eux, ne sont pas couverts par le CETA, donc sachez-le. Moi, le petit outil que je vous recommande ici, si vous vous posez des questions sur qui sont les importateurs de vos produits, en fait, c'est un outil canadien. Alors, si vous voulez, je vais arrêter le partage d'écran pendant une seconde pour vous montrer en fait qu'est-ce que ça donne en fait comme outil. En fait, c'est un outil, cet outil-là, qui s'appelle la base de données des importateurs canadiens. C'est une base de données, quand vous rentrez votre code SH, en gros, le code de votre produit, on va voir ça en détail après, si vous n'êtes pas trop familier avec ça. En gros, le code SH, c'est une nomenclature internationale qui donne un code pour un produit. Et en fait, cette base de données canadienne, elle vous dit qui sont les principaux importateurs pour ce produit. Alors moi, pour cet exemple rapide, j'ai pris le code 190531 qui correspond à des biscuits avec des édulcorants. Et vous voyez en fait que, en gros, ça vous sort les plus grands importateurs canadiens de ce code SH-là. Donc vous voyez que 78 importateurs sont responsables de 80% des importations. Et vous avez leur nom. Vous avez le nom des entreprises là, en fait, que vous pouvez tout simplement, en fait, en gros, c'est un bon moyen pour vous d'avoir en fait un tour de vue du marché. Cet outil-là, j'arrête le partage là et je repasse sur la présentation, est très intéressant parce que vous pouvez filtrer, comme je l'ai dit, par produit, mais vous pouvez aussi filtrer par pays pour voir un peu en fait, qui sont les importateurs de vos produits français, ou bien par ville, en vous disant, OK, moi je suis intéressé par telle province, qui sont les grands importateurs, ou bien est-ce qu'il y en a beaucoup, ou est-ce qu'en fait il y en a très peu? Oui, quelqu'un a parlé. Oui. Qui est-ce? Ah, bonjour Ed. On va reprendre. Et donc voilà pour cet outil que je vous recommande d'utiliser, qui est un outil en accès libre et bien évidemment gratuit. Sachez évidemment que pour la plupart des produits, on l'a dit, il y a aussi des contingents tarifaires pour certains aliments. En fait, vous ne pouvez pas tout exporter à volume illimité. On considère qu'il y avait certains services, biens qui étaient considérés comme sensibles de part et d'autre. Et en fait, on ne voulait pas que telle industrie ou telle autre puisse vendre de manière illimitée ces produits. Alors, on a créé des contingents. Dans le sens UE-Canada, le contingent, notamment, qui est le principal, pour aller vraiment dans les grandes lignes, en fait, vous avez un contingent de fromage, donc c'est 18 500 tonnes par an autorisé. Ce quota est généralement saturé, il est à 100%. Donc, si vous êtes quelqu'un qui envisageait d'exporter du fromage au Canada et que vous êtes un petit producteur, là, la petite astuce en fait à donner, c'est tout simplement en fait, il faut que vous essayiez de vous connecter avec des plus grandes entreprises françaises qui exportent, des gros distributeurs, parce qu'en fait, eux, ils ont les moyens, ils ont les ressources humaines et financières pour en fait se raccrocher à ces quotas-là.
que peut-être vous, en tant que petit producteur, vous ne pourrez pas. Sinon, vous allez avoir plus de difficultés. Hein. Comme je l'ai dit, des droits de douane à 227%, ça multiplie par plus de 3 le prix de votre produit. Donc, vraiment, vous vous adresserez à un public très niche. Dans le sens Canada vers UE, hein, les quotas auxquels j'ai pu penser, c'est voilà, le bœuf, le porc, le blé dur, le maïs raffiné, sucre raffiné et aussi quelques produits de la pêche. Bon, je ne vais pas lister les chiffres parce que voilà, vous les voyez sur l'écran. Là, par contre, dans cet autre sens-là, on remarque que les Canadiens n'utilisent pas vraiment en fait leurs quotas parce qu'en fait, ils sont plutôt tournés vers le marché américain et asiatique. Donc, ils s'intéressent assez peu au marché européen parce qu'il faut qu'en fait, ils puissent vendre leurs produits aux mêmes normes que les normes européennes pour pouvoir vendre leur bœuf, leur porc, etc. Donc, ils utilisent assez peu, à part pour le blé, éventuellement le maïs et les produits de la pêche. Donc, en tout cas, sachez que si, en tout cas, vous êtes intéressé par ces produits-là, il faudra passer par ce genre de quotas pour pouvoir les obtenir. Alors, important ici, des quotas pour les produits laitiers France-Canada. Alors, si je ne me trompe pas, à part le fromage, il y a peut-être des quotas sur le beurre. Peut-être, il faut juste que je revérifie, mais le quota qui m'avait marqué, c'était fromage. Sinon, pour le reste, il n'y en a pas. Mais justement, vous avez l'annexe 5A, que j'avais justement mentionné juste après cette question que vous venez de poser, qui en fait, elle liste à la fois les quotas, en fait, en gros, par code, par produit, elle vous dit voilà les quotas. Et je vous ai mis dans la présentation longue que je vais vous faire suivre à l'issue de ce webinaire avec un peu plus d'informations, je vous ai mis un renvoi de lien vers le gouvernement canadien qui en fait tient jour après jour en fait des tableaux actualisés de l'utilisation de ces quotas. Donc, vous pouvez voir si tel quota est surutilisé ou pas, à quel moment de l'année. Et ça peut vous aider aussi dans vos stratégies. Chose importante à noter, si vous vous retrouvez à importer des produits qui se retrouvent sous ces quotas, pour exporter votre produit au Canada et bénéficier de l'élimination de droits de douane, on va le voir après, hein, mais vous devez faire une déclaration d'origine. Quand votre produit est européen, français, il faut ajouter à votre facture une déclaration d'origine. Sauf que là, pour ces produits sous contingent, il faut, en plus de cette déclaration d'origine, de faire une mention. Alors, il n'y a pas de formulation exacte, mais il faut faire une mention dans la facture ou dans tout autre document commercial qui dit que vous réclamez le quota, hein, le contingent prévu par l'annexe 5A du protocole des règles d'origine CETA, ou AECG, hein, en plus de la déclaration d'origine. Donc, en gros, l'avantage pour vous en tant qu'exportateur, c'est que ça vous permet d'accéder à des marchés quand même qui sont au départ très réglementés, très compliqués. Et pour votre importateur canadien, ou si vous êtes l'importateur, c'est que vous pouvez vous approvisionner dans ces denrées qui, on va dire, sont compliquées à obtenir hein, normalement. L'inconvénient côté canadien, mais bon, ça, si vous gérez en tout cas pour les fromages, la question ne se posera pas, mais peut-être pour d'autres, éventuellement d'autres contingents, ça peut être compliqué. Mais c'est juste pour les importateurs canadiens, ça ne s'applique pas à vous si jamais vous importez en tant qu'Européen. Eux, ils devront faire une demande de licence d'importation auprès du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur canadien. Donc, justement, je vous ai mis ici le lien vers le renvoi vers la plateforme si jamais vous faites affaire avec un client canadien. Comme ça, il est déjà au courant, il peut initier les démarches depuis ce lien ici. Alors, je vais passer à la suivante. Maintenant qu'on a parlé un peu des biens, je vais vous parler rapidement hein, pour ceux éventuellement les PME ou les grandes entreprises ici qui seraient intéressées pour des volontés d'implantation, de rachat ou d'investissement au Canada. On sait très bien les comportements des entreprises françaises au Canada, généralement, c'est qu'ils exportent. Puis au bout d'un moment, ils se disent ouais, mais peut-être que ce serait aussi intéressant d'avoir un site de production ou de racheter une PME directement sur place ou une grande entreprise fusionnée au Canada. Alors, sachez qu'avec le CETA, il y a quand même des investissements facilités pour étendre vos activités sur le marché canadien. Sachez que depuis l'accord, le seuil de rachat, fusion, investissement d'une entreprise canadienne, hein, sans contrôle des investissements par le gouvernement fédéral canadien, ça a été rehaussé. Avant le CETA, on était à quelque chose aux alentours de, voilà, qui pouvait osciller entre les années entre 300 et 600 millions de dollars canadiens, autour de 300 à 400 millions d'euros. Mais ça, maintenant, ça a été rehaussé à 2,1 milliards de dollars canadiens en 2025, soit 1,4 milliard d'euros. Donc, on élargit quand même très largement le spectre des possibilités d'investissement pour vous sur le marché canadien si vous voulez racheter un portefeuille en rachetant l'entreprise, fusionner avec elle ou complètement investir à zéro hein, pour lancer votre site de production sur place. Sachez que ce seuil est révisé chaque année en fonction de l'inflation et du taux de change. Donc, rejetez un coup d'œil chaque année hein, si jamais votre projet n'est pas pour cette année, mais dans 2 ou 3 ans. Dans le sens Canada vers France, si vous voulez attirer des investisseurs canadiens, je l'ai dit en tout début de présentation, il n'y a pas de libéralisation dans ce sens-là parce que les investissements, c'est une compétence propre de l'Union européenne. Donc, chaque pays suit sa propre logique. Donc, moi, je vous ai mis le lien vers le guide de la Direction générale du Trésor qui donne un peu les grandes lignes directrices en 6 à 8 pages pour les contrôles d'investissement étrangers vers France. Donc, vous pouvez jeter un œil à l'issue de cette présentation.
Et enfin, le dernier point qui recolle un peu en fait avec à la fois l'implantation, mais aussi les services, on va voir très rapidement. En fait, vous avez une meilleure mobilité du travail entre l'Union européenne et le Canada. En gros, si vous rachetez une entreprise, que vous ouvrez une filiale ou que vous voulez déployer quelqu'un pour des raisons de marketing ou autre, vous pouvez envoyer cette personne, ce spécialiste, ce cadre dirigeant, pendant 3 ans au Canada, avec une possibilité d'obtenir un visa beaucoup plus rapidement. Donc, vous passez par un avocat spécialiste en droit de l'immigration, c'est beaucoup plus rapide. Et en fait, ce visa peut être reprolongé d'une année et demie supplémentaire, donc à 4 ans et demi, à la discrétion de l'administration canadienne. Ça tombe bien dans un contexte où on va dire que les conditions d'entrée au Canada pour l'immigration travail sont quand même assez restreintes sur les 1 année et demie passées. Donc quand même, ça vous donne des possibilités à vous en tant que détenteur de passeport européen. Ça ne s'applique pas pour ceux qui ne détiennent pas un passeport européen dans votre entreprise. Sachez, pour les fournisseurs de services, imaginons si vous voulez vendre services de marketing ou en acheter, publicité, ou bien si vous êtes dans l'industrie agroalimentaire, mais plutôt dans la partie machine et non pas dans la fabrication des aliments, il est possible aussi d'obtenir un visa de 1 an pour aller au Canada et réaliser ce service-là, à condition, bien évidemment, de mentionner que ce service sera performé au Canada dans votre facture. Ça marche aussi dans l'autre sens. Et enfin, des visas de 1 an pour les investisseurs et de 3 mois pour les voyages d'affaires. Là, éventuellement, tous les cabinets d'avocats en droit de l'immigration, que ce soit côté français ou canadien, peuvent vraiment initier ces démarches avec vous quand vous leur mentionnez, évidemment, ces dispositions prévues par le CETA, qui n'est pas assez connu à ce stade. Donc, arrivons maintenant rapidement à un petit bilan de la filière pour vous. En fait, en gros, c'est un bilan quand même qui est très positif et qui pourrait même progresser encore. Donc là, j'ai pris les données de douane française, j'ai additionné à la fois les données agricoles et agroalimentaires. Donc, en gros, les filières agricoles et agroalimentaires, c'est soit souvent le premier, soit le deuxième poste à l'export français vers le Canada depuis le CETA. Donc, vous voyez qu'en plus de ça, c'est une filière en fait qui est hautement excédentaire vis-à-vis du Canada. D'ailleurs, l'année 2024 a été un record avec 800 millions d'excédents juste sur cette filière vis-à-vis du Canada. Les exportations sont quand même fortement en hausse. Alors certes, le vin et les boissons alcoolisées comptent beaucoup, ils représentent peut-être un peu plus de la moitié de ce poste-là, mais tout le reste, c'est aussi vous qui l'avez tiré, parce qu'en fait, les vins et boissons alcoolisées, si je ne me trompe pas, ça va augmenter de 20 à 30%, et quand vous regardez la moyenne des augmentations pour les produits agroalimentaires, c'est plus 64%. Donc, vous voyez quand même que ce n'est pas juste le vin qui a tiré ça, c'est aussi des produits que vous pouvez exporter vous, c'est plus que la moyenne globale des exportations, plus 33%. Et en plus de ça, on remarque que, en fait, finalement, les importations depuis le Canada ont quand même assez baissé. Ça tient notamment en raison d'une baisse d'achat depuis le Canada de céréales, légumineuses et autres viandes qui pouvaient être importées du Canada. Donc, vraiment, vous êtes une filière fer de lance un peu au Canada. Quand on regarde un peu plus par produit, et là, c'est un peu pour illustrer comment les baisses de droits de douane ont un véritable effet si vous n'êtes pas au courant ou si vous vous posez la question d'exporter au Canada, vous voyez quand même que l'augmentation des exportations a été vraiment forte, là où quand même on remarque qu'il y avait des droits de douane importants. Donc, vous voyez, les boissons alcoolisées, ça a augmenté de 52, boulangerie, pâtisserie, confiserie, 94, plats à préparer, conserves, c'est 130%, produits laitiers et fromages, 122, boissons alcoolisées, jus, 100%. Alors là, j'ai pris les données de douane au niveau régional que j'ai retravaillé, mais en gros, ça donne un peu ce tableau-là. Vous voyez quand même que globalement, une augmentation des exportations qui est corrélée en fait à l'élimination tarifaire. Si vous posez un peu la question de la concurrence internationale, qu'elle soit UE ou hors UE sur le marché canadien, essentiellement hors UE, sans surprise, c'est évidemment les États-Unis, le Mexique et l'Afrique du Sud qui sont parmi les plus grands fournisseurs de produits agroalimentaires au Canada. Comme on le voit avec les tensions commerciales qui arrivent, forcément, ça pose des questions justement pour les États-Unis, parce que des contre-mesures tarifaires sont mises en place et risquent d'être augmentées dans les prochaines semaines et prochains mois en fonction de si les tensions commerciales escaladent ou pas. Donc ça ouvrira forcément plus d'opportunités pour vous. Et côté UE, en fait, vos principaux concurrents sont évidemment en fait l'Italie, l'Espagne et la Belgique, qui sont les plus gros exportateurs de produits agroalimentaires sur le marché canadien. Donc voilà, soyez un peu au courant de quel est votre écosystème. Mais on arrive dans le sens des importations, on voit bien que c'est un peu plus erratique. Vous avez, dans le sens Canada vers France,
Vous voyez que céréales, légumineuses, oléagineux, ça a baissé, alors qu'il y avait des droits de douane. Produits de la pêche, ça a un petit peu augmenté. Les aliments pour animaux, eux, ça a augmenté. Sucre, évidemment, ça a augmenté. Conserve, et un petit peu, mais les viandes, ça a baissé. Donc, vous voyez, globalement, le bilan est un peu mitigé côté canadien, mais sachez qu'en fait, ces produits-là, c'est aussi des produits que vous pouvez importer si jamais vous voulez diversifier vos sources d'approvisionnement dans vos processus de production. Et vous voyez très bien que là aussi, vous pouvez obtenir des baisses de droits de douane assez importantes. Là, j'ai fait un peu un bilan un peu, on va dire, géographique. Quand vous regardez un peu les exportations françaises au Canada par province, donc à gauche, je vous ai mis comment la France se répartit au Canada pour ses exportations, et à droite, je vous ai mis comment le reste du monde, les autres pays, eux, font. En fait, vous voyez qu'en fait, ce qui distingue la France du reste du monde, c'est que de manière assez, on va dire, un peu attendue, on est surconcentré sur le Québec. 62% de nos exportations sont dirigées vers le Québec, seulement 21% vers l'Ontario, puis ensuite 8% un peu dans les prairies, 6% en Colombie-Britannique et un peu 2% dans les provinces atlantiques. Alors que vous voyez que pour le reste du monde, alors j'ai mis 8 en fait pour les provinces du milieu du Canada, en fait c'est 8 pour les 3 combinés, excusez-moi. Et en fait vous voyez que, ah non, excusez-moi, c'est 8 pour ça. Enfin bref, vous voyez que pour le reste du monde, en réalité, c'est un peu plus réparti avec une focale quand même sur l'Ontario et l'Ouest canadien ainsi que la Colombie-Britannique. Donc moi, un peu le message que je veux vous faire passer ici, c'est que en fait, le Québec, c'est évidemment un partenaire important, historique, voilà, on partage la même langue, la culture similaire, une très forte diaspora française, un très beau réseau implanté. Mais en fait, le Québec, ça n'est qu'à la fin de la journée un quart du PIB canadien et un quart de la population canadienne. Pour rappel, la population canadienne, c'est 42 millions d'habitants. Voilà, vous prenez le quart de ça, voire même un peu moins. Vous avez la population du Québec, alors que l'Ontario, qui est la province juste à côté, à gauche, c'est 40% du PIB et 40% de la population, qui a un peu plus de 15 millions d'habitants. Donc, vous voyez qu'en termes de marché, il y a vraiment des choses à prendre en Ontario. Alors, certes, c'est anglophone, mais il y a beaucoup de parts de marché à prendre parce que c'est là où se trouve le cœur de la demande. Puis, dans le milieu, ce qu'on appelle les prairies et l'ouest canadien, donc la province sur la côte pacifique, qu'on appelle la Colombie-Britannique, il y a déjà au milieu de ce qu'on appelle les prairies, déjà c'est des régions extrêmement agricoles, donc elles sont très demandeuses quand même d'intrants et autres produits pour les aider dans leur processus de fabrication. Mais sachez que les deux provinces les plus à l'ouest, donc Colombie-Britannique et Alberta, vous êtes sur des consommateurs qui sont à la fois très aisés, c'est des provinces où il y a une très forte croissance économique, donc en plus de ça, ils s'enrichissent d'année en année, et ils sont très demandeurs en fait de produits européens et autres produits en fait qui sortent un peu de l'ordinaire, parce que pour eux l'Europe c'est très éloigné. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point en fait ce qu'on appelle nous un apéro, voilà, avec un peu de fromage et des amis, en fait c'est vraiment véritablement un signe de consommation ostentatoire pour ces populations-là. Donc vraiment tirez-en parti pour ne pas juste vous concentrer dans vos exportations vers une province et regarder au-delà. Sachez en plus que le Canada, ça reste quand même un pays où il y a des barrières interprovinciales assez importantes. Donc, imaginons que vous êtes en Alsace, vous voulez exporter en Bretagne vos produits agroalimentaires, mais en fait, sachez qu'au Canada, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas les mêmes réglementations, c'est pas les mêmes autorités. Et en fait, d'une province à l'autre, c'est très compliqué parfois de vendre vos produits. Sachez que pour les Québécois, quand ils envoient de la marchandise en Ontario, ils parlent déjà d'exportation. Donc, vous imaginez un peu le cadre mental dans lequel ils sont. Donc, vous, en fait, considérez que le Canada, c'est plusieurs marchés que vous devez approcher différemment. Le Québec séparé de l'Ontario, qui est lui-même séparé de l'Ouest canadien. Découpez le marché mentalement comme ça vous donnera des idées pour prendre pied sur le marché canadien. Donc, comme je le dis et je conclurai là, vous concentrez sur l'Ontario et l'Ouest canadien si vous voulez diversifier vos activités. Alors, pourquoi réclamer l'élimination tarifaire offerte par le CETA Pourquoi essayer d'obtenir ces baisses de droits de douane? De manière très simple, pour vous, en tant qu'exportateur, c'est un gain de compétitivité. Partez du principe que si votre client il a 110 € dans la poche à donner, 100 à vous et 10 aux autorités douanières, c'est qu'en fait, vous pouvez lui vendre 110 de marchandises directement si vous lui faites bénéficier de la baisse de droits de douane. Et quand bien même, il ne va peut-être pas vous donner ces 10 € supplémentaires, lui, ça va lui coûter moins cher. Donc, la prochaine fois, il vous achètera peut-être davantage, ou en tout cas, pour lui, c'est plus facile pour revendre la marchandise derrière en préservant sa marge. Et vous, en fait, vous êtes plus compétitif par rapport à un exportateur d'un autre pays tiers pour lequel soit il n'y a pas d'accord de libre-échange ou il y a des tensions commerciales comme aujourd'hui.
Pour l'importateur, lui, évidemment, c'est le gain financier. Il va faire des économies, 10, 15, 20%, c'est énorme. Ce qui m'amène donc à mon point 3, la sécurisation de la relation commerciale. N'oubliez pas, il y a un océan qui vous sépare. Donc, votre client, vous ne l'avez pas au bout du fil tous les jours. Donc, en fait, montrer que vous utilisez bien un accord commercial, ça le rassure pour lui à chaque opération de dédouanement. Et donc, en fait, vous pourrez sécuriser la relation commerciale sur le long terme. L'un des problèmes que l'on remarque dans les relations commerciales éloignées géographiquement, c'est que ça marche pendant 2-3 ans, puis après, ça périclite. En utilisant un accord commercial, ça vous permet déjà d'avoir un argument de vente baisse du coût d'importation et donc, en fait, de préserver votre client vraiment sur le long terme. Et enfin, pour les entreprises qui éventuellement, en fait, n'auraient pas de clients au Canada, vous importez vos marchandises au Canada avec un centre de distribution. Donc, en gros, vous êtes à la fois l'exportateur et l'importateur légalement au Canada, mais vous n'allez quand même pas payer des droits de douane sur vos propres produits. Donc, réclamez l'accord pour combiner à la fois les gains de compétitivité et les gains financiers. Donc là, on arrive un peu au moment un peu diversification commerciale, parce que comme vous le savez, il y a des tensions commerciales depuis quelques mois qui ont commencé quand même depuis un peu plus tôt avec le Canada. Ça a été l'un des premiers pays touchés. Et donc, évidemment, au Canada, ça a quand même créé une véritable révolution. L'idée, c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'on fait en termes de débouchés et de fournisseurs. Donc forcément, avec les mesures et contre-mesures tarifaires, l'incertitude ambiante que ça crée, beaucoup de gens en fait au Canada se disent il faut qu'en fait je modifie mes chaînes d'approvisionnement. Soit elles le font, soit les plus prudents qui l'ont déjà fait, ou sont en train de le faire, d'autres se posent encore la question. Il y a encore temps pour vous de prendre parti de cette politique de diversification commerciale. Et j'aimerais vous rappeler que dans cette politique canadienne, à la fois l'Union européenne a été désignée comme la principale zone économique à privilégier et que parmi les pays de l'Union européenne, la France est vraiment le numéro 1 à privilégier. Donc vraiment, c'est vraiment un moment pour vous à faire affaire. Donc sur ce tableau, je vous ai mis à gauche avec les différents travaux qui sont menés par moi-même, par d'autres économistes, mais aussi côté européen et canadien, pour identifier un peu ce panier de produits. Donc à gauche, je vous ai mis un peu à court terme un panier de produits que vous, en tant que producteur ou exportateur français, vous pouvez davantage exporter vers le Canada pour, on va dire, combler un manque de la demande canadienne en raison des tensions commerciales. Et à droite, éventuellement, des produits que le Canada pourrait davantage exporter vers la France si jamais il y avait des difficultés d'approvisionnement avec d'autres pays. Donc vous voyez bien que ce qui ressort, je ne les ai pas rangés par ordre d'importance. C'est juste pour vous donner une illustration. Ces travaux seront amenés à être raffinés à l'avenir. Vous avez quand même des produits de boulangerie, pâtisserie, confiserie, chocolat, produits laitiers, yaourts, ce qui peut être aussi fromage, même si les quotas sont assez utilisés. Il y a d'autres produits laitiers qui peuvent évidemment faire l'objet d'une demande accrue côté canadien. Les fruits frais, transformés notamment en jus, en confiture, en conserve, que l'on voit de plus en plus. Tout ce qui peut être condiment, je pense notamment à la moutarde et autres condiments préparés. Aussi des plats préparés, parce que c'est quand même comme ça aussi que ça fonctionne les habitudes de consommation au Canada, mais aussi les boissons alcoolisées, notamment, pour prendre un peu l'exemple cliché, pour les boissons alcoolisées, c'est que voilà, les boissons alcoolisées, elles, américaines, ont été complètement retirées des marchés canadiens. Il n'y a plus d'alcool fabriqué aux États-Unis qui se vend au Canada à ce stade. C'est complètement bloqué. Donc, imaginez le trou que ça a créé. Donc, imaginez pour d'autres secteurs. Alors là, il n'y a pas de retrait, mais avec les droits de douane, forcément, ils pourront en importer moins. Et à droite, je vous ai mis évidemment les produits qui peuvent être davantage importés, réutilisés dans le processus de production pour être réexportés. Donc là, deux cas de figure pour vous. Vous exportez déjà peut-être aux États-Unis, vous faites face à des droits de douane. Vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais pour, en fait, pour rebondir, en fait, parce que vous allez probablement pouvoir moins vendre ou peut-être perdre des contrats. Mais regardez les préférences des consommateurs canadiens, en fait, sur un axe nord-sud. Un consommateur qui se situe en Californie, il a des consommations, on va dire, il a des habitudes de consommation similaires à un Canadien qui se situe en Colombie-Britannique ou en Alberta. Quelqu'un qui est dans la côte Est, ça se rapprochera du Québec et de l'Ontario. Donc, évaluez plutôt comme ça que d'évaluer en Est-Ouest. Et si vous êtes un néo-exportateur, forcément, vous allez rentrer sur un marché avec moins de concurrence, parce qu'en fait, forcément, avec les barrières tarifaires qui sont élevées contre certains pays, forcément, il y a moins de concurrence. Pareil, je vous renvoie encore à l'outil du gouvernement canadien qui permettait d'identifier les principaux importateurs par pays, de filtrer par ville et par province pour identifier éventuellement ces grands clients. Donc maintenant qu'on a terminé avec cette partie théorique, voilà, on sait un peu plus qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils qu'est le CETA, on sait un peu plus le bilan et aussi quelles sont les opportunités qui s'ouvrent. Maintenant, on arrive un peu dans une partie plutôt pratico-pratique. C'est OK, Jean Toussaint, tu es bien gentil avec ton CETA, mais comment je l'utilise? Donc, en gros, remarque préalable, ça s'adresse notamment à ceux qui ne sont pas vraiment au courant des démarches douanières. L'application de l'élimination douanière, ce qu'on appelle le taux préférentiel ou tarif préférentiel CETA, ce n'est pas automatique.
Vous n'exportez pas en Union européenne, ce n'est pas un marché unique, c'est juste un accord de libre-échange. Vous devez quand même prouver que votre produit est européen ou canadien si vous l'importez. Vous ne pouvez pas juste envoyer comme ça votre produit la fleur au fusil parce que tout simplement, si rien ne prouve que votre produit est français ou européen, ben, il rentre pas, enfin il rentre, mais avec de la même manière que rentrerait un produit chinois ou indien, c'est-à-dire avec des droits de douane. Donc pour ça, il faut respecter ce que moi j'appelle la trinité douanière, ou enfin, vous appelez ça comme vous voulez. Hein. Premièrement, c'est identifier le bon code SH. Donc en gros, c'est le code de votre produit qui est reconnu à l'échelle internationale. Ça, c'est vraiment la base. Il faut bien connaître ça parce que déjà, ça vous permet d'identifier le droit de douane et savoir si vous devez utiliser l'accord ou pas. Ça, ce code SH, il vous permet ensuite de calculer la valeur à l'export. Hein. N'oubliez pas, vous exportez hors taxe. Hein. Et enfin, ça évite de vous tromper sur la règle d'origine. C'est quoi la règle d'origine? La règle d'origine, c'est comment je prouve que ce produit-là, quelle est la règle qui s'applique à ce produit pour prouver qu'il est européen. Et on va voir après comment on identifie ces règles d'origine, ou bien vous donner les règles d'origine un peu générales. Pardon. Et aussi, hein, pour les néo-exportateurs qui n'auraient jamais exporté hors Union européenne et qui s'intéressent pour le Canada pour la première fois, hein, sachez qu'au Canada, vous devez disposer d'un compte REX, hein, d'un numéro d'exportateur enregistré. Hein, quand votre exportation dépasse la valeur de 6 000 euros. Je vous ai mis ici les renvois de liens utiles. Il faut vous créer un compte de douane, le faire valider au niveau professionnel, demander votre numéro EORI. Numéro EORI, c'est votre identificateur exportateur, qui ensuite vous permettra de demander un accès à la plateforme REX. REX, ça vous permet de générer les déclarations d'origine qu'on va voir ensemble après. Donc voilà, vraiment, c'est très important, hein, sinon vous ne pouvez pas exporter avec le CETA, ou même des valeurs supérieures à 6 000 euros. Donc on arrive déjà à la classification douanière, un premier bloc. Hein. En fait, la classification douanière, c'est la clé. Pourquoi? Ça vous permet d'identifier le bon droit de douane qui s'applique. Mais ça, c'est pas juste pour vous faire plaisir. C'est parce que c'est un argument de vente. Quand vous observez que le droit de douane il est à 10 ou 12%, et que vous allez dire à votre client canadien que en fait il y a un droit de douane à 10%, mais que vous, votre produit, il est français. Donc en fait, ces droits de douane-là, il ne va pas les payer. Ça envoie un message à votre client qu'en fait, s'il est en même temps en négociation avec un client, on va dire en Inde ou en Chine ou que sais-je, où il n'y a pas d'accord de libre-échange, mais lui, il a votre prix, il a le prix de son concurrent, et en fait, il se dit, en fait, vous êtes moins cher. Ou peut-être que vous restez un petit peu plus cher, mais vous réduisez cet écart. Et peut-être que vous allez pouvoir jouer sur la qualité de votre produit ou la compétitivité hors prix de votre produit pour pouvoir faire la différence. Ça, c'est important, surtout sur les droits de douane importants, hein, ça monte très vite. Et aussi, ça vous permet d'identifier, comme on l'a dit, la façon dont vous allez documenter pour prouver l'origine européenne de votre produit. Le côté important de tout ça, c'est que en fait, si vous vous trompez dans votre classification, parce que des fois, c'est vraiment proche, hein, en fonction du taux de lait, de produits laitiers, en fonction du taux de gras ou de sucre dans le produit que vous allez exporter, ce n'est pas le même code. Donc, ça peut entraîner la perte de la préférence tarifaire. Donc, vous voyez, ça peut vraiment être gênant. On sait que les chaînes d'approvisionnement aujourd'hui sont complexes. Donc, vérifiez les codes SH qui vous sont fournis par vos fournisseurs pour confirmer qu'en fait, si lui, il a fait une erreur, ne reproduisez pas la même erreur dans votre calcul. Vous revérifierez bien, ça ne coûte rien à part un petit peu de temps. Et vérifier, on va dire tous les 2-3 ans, parce que ces codes SH, c'est une organisation mondiale qui les gère, l'Organisation mondiale des douanes, ça peut parfois bouger, hein, en fait, tous les 2-3 ans en fonction des accords qu'il peut y avoir. Donc, vérifiez de temps en temps que votre code n'a pas changé. Sinon, ce serait dommage, hein, en fait, de perdre la préférence tarifaire pour une erreur de vérification. Donc, vous voyez, en fait, hein, à quoi ça ressemble un code, hein, pour ceux qui ne sauraient pas. Hein, c'est un chapitre. Hein, les chapitres, c'est des grandes industries. Une position, c'est un groupe de produits. Et une sous-position, en fait, c'est le produit. C'est ce fameux code-là que vous devez entrer pour exporter. Donc là, on revient sur les fameux biscuits. Donc, le code pour trouver les biscuits additionnés aux édulcorants, hein, gaufres et petites gaufrettes, c'est 19 05 31 000, etc. Donc, vous voyez qu'en fonction de s'il est additionné d'édulcorants ou pas, c'est pas le même code. Vous voyez que des fois, c'est la différence, le diable se cache dans les détails. Parfois, ça peut être compliqué, hein, notamment si vous êtes une petite entreprise ou qu'en fait, vous avez des procédures des processus de production très complexes. Ça peut être compliqué d'identifier ce code SH. Donc, sachez qu'il existe des outils à la fois publics et privés pour vous aider à les identifier et les sécuriser juridiquement. Côté français, vous pouvez demander ce qu'on appelle un renseignement tarifaire contraignant. En gros, c'est un document délivré par les douanes françaises, par votre pôle d'action économique, hein, c'est le bureau des douanes dans la région. Vous envoyez les caractéristiques de votre produit. Voilà, mon produit il est fait comme ci, comme ça. Il va vous dire, OK, très bien, votre produit, en fait, en fonction des informations que vous nous avez données, il a tel code. Donc ça, c'est opposable aux douanes. Donc ça a vraiment une valeur juridique, valable pendant 3 ans, avec une réponse généralement qui prend entre 80 et 100 jours. Donc vraiment, c'est intéressant de passer par là parce que ça vous sécurise juridiquement.
Si vous voulez demander aux douanes canadiennes, parce qu'en fait, c'est les douanes canadiennes qui prennent la décision à la fin et pas les douanes françaises, hein, d'appliquer le taux CETA ou pas, vous pouvez aussi demander aux douanes canadiennes. Bon, sachez que la coopération douanière entre la France et le Canada elle est quand même très bonne. Donc, généralement, demander aux douanes françaises, c'est quand même un gage de qualité très bien perçu par les Canadiens. Et probablement que vous obtiendrez une réponse plus rapide que si vous demandez aux douanes canadiennes parce que vous êtes du pays, on va dire. Sachez que si pour vous, 180 ou 100 jours, c'est trop long pour vous, il est aussi possible d'obtenir des conseils privés à l'identification de ce code SH. Vous demandez à votre représentant en douane enregistrée. C'est celui qui s'occupe des démarches douanières que vous payez pour remplir les papiers à l'exportation, si vous n'avez pas de département dédié à ça dans votre entreprise. Ou bien des cabinets d'avocats pour vraiment les produits les plus complexes et les litiges. Sachez toutefois que ces conseils privés ne sont pas opposables aux douanes françaises ou canadiennes, donc ils ne sont pas juridiquement contraignants. Ça, après, c'est à vous d'arbitrer entre rapidité et sécurisation juridique. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur le code SH, il faut connaître la règle d'origine préférentielle. En gros, c'est est-ce que mon produit il est européen? Et je dis européen pourquoi? Parce qu'en fait, n'oubliez pas, l'Union européenne, c'est un marché unique. Donc, en fait, pour les autres pays du monde, ils ne regardent pas les produits français, espagnols ou quoi. Eux, ils traitent ça comme Union européenne. C'est pour ça, en fait, on va utiliser le mot européen ici. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir bien identifié son code SH, parce qu'un code SH, un produit, une règle d'origine. Donc, ça peut différer d'un produit à l'autre. C'est pour ça que c'est très important. Alors, sachez que pour tous les produits, tous, agroalimentaires ou pas, il y a 3 principes intangibles à connaître. Premièrement, c'est le principe de territorialité. En gros, c'est que la transformation que vous allez faire pour fabriquer votre produit, il faut que ça ait lieu sur le territoire de l'Union européenne. Parce que là, c'est assez logique. Ou au Canada, hein, si vous importez depuis le Canada. Il faut aller au-delà des opérations de transformation insuffisantes. Donc, en gros, du simple découpage, réemballage, abattage d'un animal qui ne vient pas du tout de l'Union européenne n'est pas considéré comme une opération qui crée de la valeur ajoutée européenne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ces opérations-là, découpage, réemballage, réétiquetage, peinture, etc., ça ne compte pas. L'exemple, on va dire, vous importez, on va dire, des biscuits on va dire, du Maroc. Vous mettez juste l'emballage avec le biscuit français, on va dire un exemple un peu comme ça. Si vous l'envoyez au Canada, ça ne marche pas en fait, parce que le produit sera considéré comme marocain et non pas comme européen. Et enfin, il faut respecter la règle dite du transport direct. Donc en gros, c'est voilà, votre marchandise elle se qualifie au CETA, félicitations, votre bateau ou votre avion part en direction du Canada. On va dire qu'il s'arrête pour des raisons diverses au Royaume-Uni, en Islande, en Norvège, aux États-Unis. Quand il arrive dans ce pays tiers et qu'il est en transit, il ne faut surtout pas que le produit subisse une opération de transformation ou de finalisation. Donc, pas de réemballage, pas de réétiquetage, pas de finition du produit dans le pays tiers. Sinon, il perdra la préférence tarifaire. Donc, soyez au courant de ça. Quand votre produit part, plus de modifications. Après, vous pouvez toujours négocier avec votre importateur canadien pour que lui, s'occupe de l'étiquetage et du remballage une fois arrivé. Mais en tout cas, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Puis après, vous avez des règles variables selon les produits, c'est-à-dire vous pouvez en fait identifier la règle d'origine de votre produit spécifiquement grâce au code SH avec l'outil ROSA. Donc, ce qu'on va voir juste après avec un exemple. Donc, en gros, il y a 3 grands principes, en tout cas, qui guident les règles d'origine pour vous, au-delà de ces principes, on va dire, intangibles. C'est vrai qu'il y a 3 principes qui guident les règles d'origine pour les produits d'industrie agroalimentaire. Donc, on va essayer un peu de les démystifier. Le premier, c'est ce qu'on appelle un changement de position sous position au chapitre SH. Donc, en gros, là, ce qu'on va vous demander, dans un langage assez… je simplifie volontairement, mais après, on va voir en détail avec Rosa. En gros, c'est que vous prenez des matières premières. Et donc, là, dans la règle d'origine, on va vous demander, vous prenez des matières premières ou consommation intermédiaire, originaires ou non originaires de l'Union européenne. Alors, pour les produits agroalimentaires, attention, vous aurez énormément d'exceptions sur en fait, ce que vous ne pouvez pas transformer qui n'est pas de l'Union européenne. Et en fait, on va vous demander, en fait, vous partez de cette matière première, et en gros, on va vous demander d'arriver à une autre position tarifaire, donc en gros, à un autre produit. Pour un exemple, vous prenez du lait, vous en faites un fromage. Vous prenez de la farine, du sucre, du lait, vous en faites un biscuit. La combinaison de ces produits différents, en fait, généralement, ça vous permettra en fait d'obtenir un changement de position, chapitre ou sous-position SH. Donc, en fait, d'obtenir, de vous qualifier la règle d'origine. Excusez-moi. Désolé, désolé cette interruption. Le deuxième grand principe sur les règles d'origine, parfois, c'est en fait, on va vous demander, et ça va se combiner avec le premier, c'est en fait un seuil maximum de produits non européens autorisés dans la fabrication de votre produit. On va le voir tout à l'heure pour l'exemple avec les biscuits.
En fait, on va vous dire, OK, tu as le droit d'utiliser de la farine, du riz, du lait ou du sucre non européen. Par contre, attention, si tu l'utilises, il faut que en fait, ça ne dépasse pas. Généralement, le seuil maximum, ce n'est pas plus de 20% de votre préparation. Donc là, attention à l'organisation de vos chaînes d'approvisionnement, de ne pas dépasser ces seuils quand vous constaterez la règle d'origine pour votre produit. Et enfin, pour les produits agricoles vraiment purs, hein, une aubergine, une tomate, une pomme, de la viande, de la charcuterie, du poisson, vraiment tout ce qui est basique, on va dire produit basique. Là, on vous demandera vraiment que la viande, le légume lui-même, un légume frais, pas transformé, hein, que la viande, le poisson, vraiment, ce soit 100% Union européenne. On appelle ça le principe de entièrement obtenu. Et ça vous permet à la fin d'être éligible à la règle d'origine du CETA. Alors, sachez qu'en plus, il y a des flexibilités pour en fait vous qualifier si vous ne pensez pas vous qualifier à la règle d'origine. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle le principe d'absorption. Donc ça, le principe d'absorption, ça vous permet en fait de compter des produits non européens au départ comme finalement européens. Je vais prendre un exemple hein, pour les biscuits. Si vous prenez en fait de la farine vraiment brute, hein, du blé vraiment brut que vous avez importé, on va dire d'un pays tiers, que ce blé brut, vous l'avez transformé en farine, puis ensuite que cette farine, vous l'avez réutilisée dans une préparation pour faire des biscuits, ben en fait, le blé sera considéré, enfin la farine sera considérée comme européenne parce qu'en fait, c'est déjà parti du blé pur que vous avez déjà transformé, vous avez déjà fait pas mal de valeur ajoutée européenne. Donc en fait, par absorption, on considérera que la farine est européenne. Ça vous permet de gagner des points importants. Ça marche aussi pour d'autres produits. Hein. J'ai pris cet exemple-là à titre indicatif. Ça vous permet en fait de gagner des points dans la qualification de la règle d'origine. Le deuxième principe que j'aime beaucoup, parce que le Canada, c'est un pays qui fabrique énormément qui est un pays de matières premières, hein, en fait, en réalité, c'est le principe de cumul bilatéral. En gros, c'est que toutes les matières premières, consommation intermédiaire que vous importez du Canada, que vous transformez pour les inclure dans votre processus de production, elles seront, et qu'après vous renvoyez au Canada en produit fini, ce sera considéré comme totalement européen. Donc ça, c'est très intéressant. Donc, vous prenez, vous prenez différents inputs matières premières canadiennes, vous refabriquez votre gâteau, votre viennoiserie ou autre chose, votre préparation alimentaire et vous renvoyez au Canada, ben les matières canadiennes seront considérées comme européennes aussi. Vous gagnez des points importants. Et enfin, vous avez un principe de tolérance générale, alors qui malheureusement ne s'applique pas à beaucoup de produits agroalimentaires, hein, parce que vous avez beaucoup d'exceptions. Mais en fait, là où il n'y a pas d'exception mentionnée dans la règle d'origine, en gros en disant tu n'as pas le droit d'utiliser tel produit ou tu ne dois pas dépasser tant pour ton produit, il y a un principe de tolérance générale de 10% en moyenne, de 10%, pardon, et qui est rehaussé à 15% quand vous avez des assortiments. Ça, c'est bon à savoir, hein, de produits vraiment non européens. Donc, en gros, pour retrouver un peu la règle d'origine, parce qu'en fait, pour consulter cette règle d'origine, jusqu'à il y a très longtemps, c'était assez compliqué. En fait, il fallait lire le texte de l'accord. C'est un peu, voilà, hein, il fallait plonger dans l'accord, donc ce n'est pas forcément encourageant pour les entreprises. Donc, la Commission européenne a développé un outil qui s'appelle ROSA. ROSA, en fait, il vous permet, à partir du codage, d'identifier la règle d'origine de votre produit. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Et donc, je vous propose une petite démonstration très rapide de cet outil-là que je vous invite vraiment à utiliser pour identifier les règles d'origine et tester les règles d'origine. Donc, je vais vous partager maintenant mon écran et on va faire cette petite démonstration. Donc là, vous voyez, je suis sur le site de Access to Market, donc avec l'outil ROSA, qui veut dire en gros l'auto-évaluation des règles d'origine en anglais. Donc là, en fait, on va reprendre un peu mon exemple, désolé, du biscuit. Donc là, en gros, c'est 19 05 31 29. Parce que moi, je connais le code, mais sinon, il faut le chercher par vous-même. C'est pour ça que l'identification du code SH est important. Et on va dire que vous envoyez de la France vers le Canada. Vous cliquez aussi pour rechercher. Donc là, il va mouliner. Alors parfois, la traduction, malheureusement, n'est pas parfaite. Et là, en fait, vous vous rendez compte que vous descendez, ça vous dit droit de douane. Et là, il vous dit taux de droit applicable à la nation la plus favorisée. En gros, c'est le droit de douane quand vous ne réclamez pas les accords commerciaux. En fait, en gros, si vous envoyez au Canada, c'est 3% de droit de douane si vous n'utilisez pas le CETA. Et là, on vous dit taux préférentiel de l'UE, 0. Et là, on vous dit vérifiez si votre produit est originaire. Ça, c'est très intéressant. Et vous voyez qu'en fait, il y a tout ce qui peut être les règles relatives à la TVA et autres taxes aux ventes au Canada, les procédures et formalités. Vous pouvez cliquer sur les différents onglets. Ça va vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Mais bon, nous, on est là pour faire l'outil ROSA. Donc, vous cliquez soit ici, soit là-bas. Ça va vous ouvrir un logiciel, donc l'outil d'auto-évaluation des règles d'origine. Vous ouvrez ici, ça vous ouvre une autre page Internet. Bienvenue sur l'outil d'évaluation des règles d'origine.
Et en gros, là, il va vous demander de vérifier si mon produit est originaire de l'Union européenne. Donc là, vous avez trois solutions au début, hein. Soit votre produit est entièrement obtenu dans l'Union européenne, bon, ben, félicitations, hein. Si c'est un produit agricole, poisson, ou un minéral, un produit d'agriculture, ben, félicitations, hein. Tant mieux pour vous, vous cliquez ici, bon, généralement, ça va aller très vite. Soit votre produit est fabriqué exclusivement à partir de matières premières de l'Union européenne, bon, ben là, pareil, ça va aller très vite, hein. Soit en fait, votre produit est fabriqué à partir de matières non originaires. En gros, vous avez un mix à la fois de matières premières canadiennes et de matières premières européennes, et aussi de matières premières de pays qui ne font pas partie du Canada ni de l'Union européenne. Donc, on va cliquer ici, hein, pour l'exemple, pour montrer un peu la puissance de l'outil. Donc là, en fait, en gros, quand vous cliquez ici, en fait, il va directement chercher dans le texte de l'accord pour vous la règle d'origine applicable en français. Donc ça, c'est vraiment génial parce que vous n'avez pas déjà à la lire en anglais si vous n'êtes pas à l'aise avec les termes techniques. Et en plus, vous voyez, la règle d'origine, elle est écrite parfois dans un terme technique. C'est pour ça qu'il faut connaître un peu les codes SH parce que vous voyez, ça va mentionner des exceptions. Ça va vous mentionner des chapitres SH. Donc, en gros, vous voyez qu'en fait, là, la règle d'origine, elle est complexe parce qu'on est sur les produits agroalimentaires. En gros, il va vous dire un changement à partir de toute autre position pour vous que. Donc, en gros, ça renvoie au principe que j'ai présenté tout à l'heure. En gros, il vous demande ici, si tu as fait un mix de matières premières non européennes et européennes, il faut que tu sois parti de ces matières premières et que tu les aies transformées. Tu ne peux pas les mettre telles quelles sans aucune modification, pourvu que, et donc là, vous avez des exceptions, des limites. C'est la combinaison des deux principes que j'ai présentés tout à l'heure. Donc là, il vous dit le poids net des matières non européennes. Et donc là, position 10,06, 11,01 à 11,08, en fait, ça veut juste dire le riz ou le blé. Là, c'est un biscuit. On est sur un biscuit. Donc, en gros, ce qu'il vous dit, c'est que là, la farine de blé ou le blé qui a été utilisé, hein, sans qu'il ait été transformé préalablement, que vous avez utilisé dans la production, ne doit pas dépasser 20% du poids du produit. En gros, si vous utilisez de la farine, je ne sais rien, moi, d'Inde, il ne faut pas que ça dépasse 20% du poids du produit. Là, on va vous dire que les poids du sucre non européen utilisé dans le produit ne dépassent pas 40%. Pas plus de 40% de sucre non européen en poids net de votre produit. Et enfin, il va vous demander à ce que si vous utilisez du lait, des produits laitiers dans votre préparation alimentaire non européen, que ça ne dépasse pas non plus 20% du poids net. Très bien. Et là, dernier point, il vous demande, il combine un peu tout ça, il vous dit, si vous utilisez à la fois du sucre et des produits laitiers non européens, il ne faut pas que la combinaison des deux dépasse 50% du poids net du produit. Si vous n'avez pas trop compris ce que ça veut dire, chapitre SH, position SH, matière non originaire, quand vous cliquez ici sur règles expliquées, ça va vous charger une fiche de lecture qui va vous expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire un peu les règles spécifiques aux produits agricoles transformés. En gros, voilà, donc ça vous permet un peu de creuser la réflexion si vous n'avez rien compris. On va lire ici, malheureusement, vous n'avez rien compris, vous vous dites, moi, j'ai vraiment utilisé plein de matières premières canadiennes, donc en fait, je dépasse tous ces seuils. Vous utilisez, on va dire, du blé canadien. Vous pensez à tort, hein, ce qu'on va voir après, qu'en fait, vous ne vous qualifiez pas parce que vous utilisez des matières canadiennes. Vous vous dites, aucun élément ne s'applique. Donc lui, il va vous dire, hey, pas de souci, peut-être que tu te qualifies aux flexibilités. Donc là, il vous renvoie à ce que je vous expliquais tout à l'heure, le principe d'absorption, le principe de tolérance générale, le cumul bilatéral. Donc là, en gros, est-ce que vous avez utilisé des matières originaires du Canada dans votre production? Ces matières peuvent être considérées comme originaires de l'Union européenne. Vous avez vu, avez-vous utilisé des matières originaires dans votre production? En fait, si vous les avez déjà transformées. Vous voyez, absorption, cumul bilatéral, tolérance générale. Est-ce que votre produit est un assortiment? Et là, il vous rappelle que c'est 15%. Donc, vous voyez qu'en fait, vous pouvez peut-être vous qualifier pour l'une de ces différentes flexibilités. On va dire que dans le cadre de cet exemple, hein, vous vous qualifiez pour le cumul bilatéral, on se les coche tous, hein, mais vous vous qualifiez en réalité pour le cumul bilatéral parce qu'en fait, ce que vous avez fait pour cet exemple, c'est que vous avez utilisé des matières européennes. Donc là, en fait, il dit, mais en fait, ce que tu viens de me dire, c'est que tout à l'heure, tu t'es trompé, en fait, en tenant compte de ce qui se précède, tu utilises la tolérance, tu utilises l'absorption, tu utilises le cumul bilatéral. Donc en fait, non, en tenant compte de ce qui précède, tu n'as pas le choix. Ton produit, il est européen, tu te qualifies pour cette règle d'origine. Donc là, bah, vous acceptez, hein, tant mieux pour vous, vous allez pouvoir exporter avec le CETA. Là, il vous rappelle juste un principe de territorialité, ce qu'on a vu tout à l'heure. Votre produit est fabriqué en Union européenne. Ce n'est pas juste du réemballage ou du réétiquetage. Hein. Donc oui, moi, j'ai vraiment fabriqué un produit. Hein. Et donc, bravo, félicitations. D'après vos réponses, votre produit est originaire de l'Union européenne. Là, il vous demande si votre exportation dépasse 6 000 € ou pas. Et donc, si oui, il va vous demander d'avoir le numéro REX. Sinon, il va vous dire, bah, vous pouvez juste faire une déclaration sur l'honneur que, en fait, vous joignez à la facture. Hein. Ensuite, il vous demande bien évidemment
pour la règle de transport direct, si en fait vous ne faites pas de transformation dans un pays tiers, ben, oui, moi ça va directement, je ne vais pas faire de transport. Et là, en fait, il vous sort le résultat de l'évaluation. En fait, il vous dit votre produit est originaire et il vous explique pourquoi. Donc en fait, ça, ce résultat, vous pouvez le sauvegarder en PDF. C'est vraiment une base de travail à la fois très utile quand vous allez travailler avec les douanes, quand vous allez travailler avec un transporteur, quand vous allez travailler avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir exporter rapidement ou en tout cas de comprendre mieux les règles d'origine et de ne pas aller à l'aveugle. Donc, je reviens maintenant sur la présentation pour arriver bientôt à la fin. Hein. Donc là, vous avez vu un peu les règles d'origine. Bravo. Avec cet outil-là, vous pouvez en fait vraiment naviguer rapidement à travers là et les comprendre. Hein. N'hésitez pas à les copier-coller. En fait, ces règles d'origine, si vous n'y comprenez absolument rien, bah, sur les outils d'IA. Et maintenant, j'ai fait beaucoup de webinaires. Donc en fait, à la fin, l'IA s'est nourrie de mes webinaires. Donc en fait, bah, quand vous copiez-collez la règle d'origine, qui vous l'explique dans un français simple, si vous ne l'avez pas compris avec l'outil. Donc là, vous arrivez au moment où vous trouvez la règle d'origine. Donc là, c'est la déclaration d'origine. C'est vraiment ce document-là que vous devez rajouter avec votre facture. C'est obligatoire. C'est vraiment ce document-là, c'est le seul et unique document que l'on va vous demander a priori pour faire entrer votre produit au Canada avec le taux préférentiel. Donc, on va le compléter ensemble. L'exportateur des produits visés par le présent document, là, vous devez rentrer votre numéro REX. En gros, c'est vous vous identifiez. En gros, ben, voilà, c'est moi. Généralement, c'est FR, votre numéro de sirène et quelques autres chiffres. C'est votre code REX. Déclare que, sauf indication claire du contraire, mes produits ont l'origine préférentielle. Et là, attention, il faut marquer Union européenne, UE si vous êtes un peu paresseux, ou UE Canada si vous avez un mix de matières canadiennes et européennes. Il ne faut surtout pas marquer France, Auvergne. Voilà, c'est pas le moment en fait de faire un hommage à votre terroir. Hein, c'est vraiment des questions de formalisme. N'oubliez pas, marché unique Union européenne, le douanier canadien, il veut voir ça. La déclaration, vous pouvez la faire en français. Hein, vous n'êtes pas obligé de la faire en anglais. Hein. Le français est langue officielle au Canada partout, hein, donc vous pouvez la faire en français. Hein. Vous datez et vous signez. La signature n'est pas obligatoire quand vous avez le numéro REX, mais bon, ça ne mange pas de pain. Sachez-le. Hein. Donc, c'est vraiment cette déclaration d'origine-là qu'il faut inclure dans ces termes-là à l'export. Très, très, très important. Si vous exportez avec d'autres pays sous d'autres accords de libre-échange, ne réutilisez pas bêtement la déclaration d'origine que vous avez pour un autre accord de libre-échange. Ce sera refusé par les douanes. C'est bête de perdre une préférence tarifaire pour pas grand-chose. Pensez à conserver cette déclaration d'origine pendant au moins 3 ans. C'est ce qu'on va voir après sur la fin du webinaire. Si vous importez du Canada, votre collègue canadien, lui, devra marquer Canada, il ne fera pas Union européenne. Hein. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir un peu des petits templates, si vous exportez vers plusieurs pays, qui dit, OK, j'exporte le Canada, mais j'ai un template avec une facture qui inclut directement la déclaration d'origine avec mon numéro REX. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir des oublis à l'expédition. Donc, on le sait, hein, pour les produits agroalimentaires, c'est très compliqué au-delà des questions d'accord de libre-échange. Hein, l'accord de libre-échange, c'est un peu la cerise sur le gâteau, surtout les questions sanitaires, phytosanitaires, règlements et autres, en fait, hein, qui, on va dire, occupent votre esprit. Alors, moi, je ne suis pas un expert de ces questions-là, mais je connais des outils qui peuvent vous aider, en tout cas, à avoir des tours d'horizon hein, pour savoir quelles sont les réglementations qui s'appliquent à vous. Donc, en gros, comment les identifier? Déjà, côté européen, vous avez TARIC, hein, que ce soit à l'import ou à l'export. Quand vous rentrez votre code SH, ça peut vous sortir un peu les besoins en licence, certification et autres à demander ou à connaître. Mais sachez que côté canadien, vous avez un outil qui est très, très utile, qui s'appelle SARI, pour Système automatisé de référence de l'importation. C'est géré par l'Agence canadienne de l'alimentation. Hein. Et en gros, quand vous rentrez le code SH, en gros, ça va vous sortir toutes les exigences pour que le produit entre sur le marché canadien. Donc ça vous permet de savoir si, en fait, si vous, en tant qu'exportateur, vous avez des papiers à faire et des certificats à joindre à l'exportation, ou bien si c'est à votre client, en fait, de faire la démarche pour certains documents, notamment peut-être demander une licence d'importation. Donc, retenez cet outil-là qui est très important. Il vous permet d'avoir un balayage de la régulation et des certificats à demander et autres. C'est très précis, c'est très puissant, c'est souvent mis à jour. Hein. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Et enfin, pour tout ce qui peut concerner l'emballage, l'étiquetage et autres, sachez qu'il y a un outil qui a été développé par le Centre du commerce international. C'est quelque chose qui est une agence de l'OMC et de l'ONU. Qui en fait, pareil, vous rentrez votre code SH, vous rentrez le Canada, et ça va vous sortir un tour d'horizon, un balayage en fait de toute la régulation canadienne pour ce produit-là. Que ce soit phytosanitaire, sanitaire, mais aussi tout ce qui concerne l'emballage et l'étiquetage. Et moi, personnellement, c'est sur ça que je le trouve le plus utile, hein, sur l'emballage et l'étiquetage. Ça vous permet quand même d'avoir un joli tour d'horizon. Mais ça tombe bien, hein, parce que si cet outil ne vous convient pas, hein, sachez que, bah oui, hein, l'Agence canadienne de l'inspection des aliments et le Bureau de la concurrence, en fait, ils ont fait des guides.
ils ont fait plein de petits guides vraiment très précis et tournés en fait à destination des entreprises pour leur expliquer comment en fait faire l'emballage et en fait comment en fait démontrer la qualité de votre produit, hein, parce que c'est pas pareil, hein, comment on montre les valeurs nutritives de tel et tel produit au Canada, hein. Donc en fait, je vous ai mis, je ne vais pas rentrer dans les détails, en fait, je vous ai simplement mis le renvoi vers le site qui vraiment centralise un peu tous les guides. Donc vraiment, c'est très précis. Ça vous dit, il faut que ce soit tel centimètre, que ça apparaisse à tel endroit de ton produit, que ce soit comme ci, comme ça, en français, en anglais. Donc là, vraiment, je vous renvoie vers ces petits guides-là. Je vous invite à les imprimer, les conserver, hein, à jeter un œil de temps en temps pour être sûr que ça ne disparaisse pas, hein. Et sachez que la SIA, hein, affiche en ligne très souvent, hein, tout changement de régulation d'étiquetage sur l'emballage et autres, hein. Donc vous pouvez sauvegarder en fait le deuxième lien, vous pouvez le mettre en favori. Et de temps en temps, tous les mois, tous les trimestres, jeter un œil pour voir si la SIA n'a pas publié un nouvel avis ou autre chose. Sachez aussi que le service de réglementation internationale de Business France, ils ont une veille, ils ont une sorte de newsletter, hein, gratuite, où en fait, vous pouvez aussi recevoir, hein, en gros, il y a quelqu'un qui va regarder tous les jours à votre place et qui vous enverra un mail s'il y a un changement pour vous prévenir. Là, voilà, c'est à vous d'arbitrer, hein. Vous regardez vous-même, vous faites confiance à quelqu'un d'autre pour vous fasse la newsletter. Je sais que parfois, pour certains produits, alors peut-être ce n'est pas le cas pour tous les produits agroalimentaires, mais il y a des questions de propriété intellectuelle. Peut-être que vous avez un processus de fabrication innovant, de cuisson ou autre de votre produit qui vous donne des qualités particulières. Ça, forcément, c'est une propriété intellectuelle. Et votre propriété intellectuelle n'est peut-être pas reconnue au Canada. Donc faites très attention à l'export, à ne pas envoyer des échantillons pour vous faire voler votre technologie par un Canadien ou par quelqu'un d'autre. Donc ici, ce qui est important, à retenir, c'est que la France et le Canada ont signé un accord. L'autoroute et du traitement de la délivrance de brevets. En gros, si vous avez votre brevet qui est reconnu par l'INPI en France, vous voulez qu'il soit reconnu au Canada. OK, très bien. Et bien en fait, vous passez par cette plateforme-là et vous pouvez demander la reconnaissance par les autorités canadiennes. Alors, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Alors, pour les produits industriels complexes, vous pouvez gagner jusqu'à 2 ans. Bon, je pense que pour les produits agroalimentaires, ça va plus vite en termes de traitement, mais en tout cas, vous pouvez gagner plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour la reconnaissance de votre propriété intellectuelle. Cette entente, elle a été prolongée en février 2025 jusqu'en 2030. Donc, profitez-en et elle sera, j'imagine, hein, probablement reprolongée en 2030. Si vous avez des questions sur cette démarche, déjà, je vous ai mis le lien pour initier la démarche. Et si vous vous posez des questions préalables, je vous ai mis un renvoi parce qu'en fait, l'INPI a fait un petit webinaire pour expliquer justement cet accord. Et je vous ai mis le lien pour consulter ce fameux webinaire si vous en avez besoin. Enfin, on arrive quasiment sur la fin, hein. Généralement, pour tout ce qui est exportation, etc., vous n'allez pas tout faire vous-même comme un grand, hein. Vous allez passer par ce qu'on appelle un transporteur ou un représentant en douane enregistrée. Le représentant en douane enregistrée, c'est un peu la clé, hein. Il s'occupe des formalités douanières, il vous représente devant les autorités de la douane et il vous accompagne et conseille. Le recours à un RDE, il n'est pas obligatoire, hein, mais il intervient dans 90% des cas. Et moi, sur quoi j'insiste, c'est signaler toujours à votre RDE, quand vous êtes éligible au CETA, que vous allez le réclamer. Si vous ne le réclamez pas, si vous ne lui dites pas, s'il te plaît, réclame le CETA et voici les documents, ben, il se peut que parfois, hein, il oublie. Je ne dis pas que c'est obligatoire, hein, mais en tout cas, c'est en tout cas d'expérience et beaucoup de remontées que j'ai eues, des problèmes qui pouvaient arriver. Donc, vraiment, toujours rappeler à votre transporteur ou votre RDE que vous voulez utiliser l'accord si vous êtes éligible. Comme ça, il vous appellera et vous fournira les documents au besoin. Comment l'obtenir, ce RDE, hein, si vous ne les connaissez pas? Au Canada, il y a une liste publique, mais en fait, en France, il n'y a pas de liste publique des RDE qui opèrent. Là, je vous invite à vous retourner vers votre bureau régional des douanes françaises qui, eux, tiennent une liste et qui pourront justement en fait vous aider, hein. Vous les contactez, ils vous sortent la liste de tous les RDE qui opèrent dans votre région et qui sont qualifiés pour traiter votre produit aérien ou maritime vers le Canada. Donc voilà, hein, faites-le, c'est très important. Dernier point, ok, très bien, vous avez exporté votre produit, félicitations. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il en cas de contrôle? Donc vraiment, les papiers à garder, c'est la déclaration d'origine, les factures, en fait, en gros, tous les documents déjà qui prouvent l'exportation, mais aussi des documents qui montrent, en fait, qui prouvent l'origine. Donc en gros, éventuellement, des factures de fournisseurs, des factures, le fait que vous avez utilisé Rosa, d'autres éléments, en fait, qui peuvent prouver des faisceaux d'indices qui montrent que votre produit est européen. Donc, deux cas de figure. Soit vous êtes un distributeur, mais vous retournez vis-à-vis de vos fournisseurs, soit vous êtes un producteur, et avec toutes ces fiches techniques et autres documents que vous aurez élaborés, des documents synthétiques, des factures, etc., vous allez prouver l'origine de votre produit. Généralement, le document au préalable qu'on vous demande, hein, quand vous avez un contrôle, ça intervient vraiment en fait quand il y a un doute, hein, sur vous, c'est en fait la déclaration d'origine. En fait, c'est là où en fait on capte assez rapidement si en fait vous êtes un bon ou un mauvais exportateur, hein. Si vous n'êtes pas capable de ressortir la déclaration d'origine, on voit que vous êtes un mauvais client, on va dire. Donc attention, hein, en cas de manquement d'obligation, ça peut être révocation de la préférence tarifaire
et des pénalités. Donc, oui, réclamez le CETA s'il vous plaît, mais vérifiez bien évidemment que vous êtes éligible avant de le réclamer. Donc voilà pour cette présentation. Merci beaucoup déjà pour votre attention à tous. La présentation longue va suivre rapidement. Et là, maintenant, si vous avez des questions et autres, là pour répondre, je laisse aussi la parole à Valentine. Merci beaucoup, Jean Toussaint, pour cette présentation très, très claire. Enfin, selon moi, elle a été très claire. Mais maintenant, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à lever la main ou à m'écrire du coup par mail si vous avez des doutes sur la confidentialité de votre question. Mais voilà, encore un grand merci, Jean Toussaint, pour cette présentation. Je précise également, je l'ai écrit dans le chat, mais je le redis à voix haute, le replay de cette présentation et le support de présentation vous sera envoyé. Si je ne dis pas de bêtises, ce sera même un support de présentation encore plus complet. Voilà. Vous retrouverez également tous les liens cliquables des outils qui vous ont été présentés, pardon. Donc, et bien évidemment, Jean Toussaint reste à votre disposition si vous avez la moindre question. Et j'en profite, désolé, je continue de parler, mais j'en profite également pour remercier la présence des deux conseillers aux affaires agricoles de la zone Amérique du Nord, qui sont Christian Lijard et Charles Martins Ferreira, qui peuvent également répondre à vos questions si vous avez notamment des demandes sur tout ce qui est agrément et questions sanitaires, phytosanitaires. Voilà, donc si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. En tout cas, là, peut-être que quelqu'un prenne la parole ou pose une question. En effet, la présentation qui vous sera suivie, elle sera un peu plus longue. Il y aura, en fait, en gros, l'idée, c'est d'avoir un peu plus d'informations sur les slides. Et comme ça, en fait, en gros, l'idée, c'était pas de surcharger les slides aujourd'hui. Et tout simplement, avec plus d'outils, plus de slides aussi. Donc, soyez très attentifs à ça. Les outils sont vraiment là pour vous aider. Sachez que l'outil Rosa que je vous ai présenté, notamment, il évolue très fréquemment. Hein. Moi, depuis que j'ai pris ce poste-là en septembre, il y a pas mal d'ajouts qui ont été faits. Si je ne me trompe pas, pour de plus en plus de produits. Alors, il me semblait que ce n'était pas trop le cas pour les produits agroalimentaires à ce stade, mais de plus en plus, en fait, il vous sort aussi directement les exigences de certificat à l'exportation. Il vous dit, OK, c'était le formulaire qu'il faut inclure aussi. Donc, peut-être que dans quelques mois, ce sera encore plus efficace pour ces produits agroalimentaires-là. Donc, soyez à l'affût. Ça vous permettra de gagner peut-être du temps et à la place d'utiliser d'autres outils que j'ai présentés, vous pouvez vous concentrer uniquement sur cet outil-là qui fera vraiment tout de A à Z, en tout cas le balayage de départ. Hein. Et je réinsisterai aussi sur ne vous confinez pas uniquement au Québec quand vous exportez vos produits. Je sais que c'est bien, je sais que c'est important, je sais qu'on est vraiment bien positionné dans cette province qui est vraiment formidable, mais le Canada, c'est vraiment grand. N'ayez pas peur en fait de la barrière de la langue, n'ayez pas peur de vous frotter à d'autres types de consommateurs. Hein. Ça reste l'Amérique du Nord, hein. Il n'y a pas des différences non plus abyssales entre un consommateur québécois et un consommateur de l'Ontario. Hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à saisir ces opportunités-là. Moi, j'avais du coup peut-être une petite question. Alors, je pose des questions à mon propre webinaire. Mais est-ce que suite à l'administration Trump et aux différentes annonces qui ont été faites, même si encore une fois, ça reste toujours assez flou, la situation avec les droits de douane, est-ce qu'on a observé au Canada un changement ou du moins une volonté de changer de fournisseur et de client et du coup se tourner davantage vers l'Union européenne ou c'est encore trop tôt pour observer ce genre de conjoncture? Alors, je dirais que c'est en train de se passer. En fait, il y a eu un double effet. C'est-à-dire qu'en fait, avant que les droits de douane entrent en vigueur, en fait, beaucoup de gens pensaient que ça allait être soit temporaire ou qu'il y aurait un fameux deal entre le Canada et les États-Unis. Et en fait, beaucoup de gens ont surimporté ou surexporté vis-à-vis des États-Unis pour se constituer des réserves. Donc, en fait, là, actuellement, quand vous allez faire vos courses ou que vous voulez vendre quand vous êtes un producteur, pour le moment, on va dire que les droits de douane, vous ne les ressentez pas totalement dans les prix à la vente. Par contre, là, en fait, la plupart des distributeurs, magasins et autres commencent à arriver à la fin de leur stock. Et donc là, en fait, les prévisions, c'est que en fait, les droits de douane risquent de faire mal à compter de l'été, voire la fin de l'été, que ça risque de devenir un sujet plus brûlant à partir de là. Sachez en tout cas qu'au niveau politique, la priorité est très forte. Hein. Moi, j'ai vraiment senti la différence dans l'intérêt des Canadiens pour l'Union européenne avant et après ces droits de douane. Au niveau des entreprises, on va dire que là, pour le moment, il y a deux types d'entreprises. Il y a celles qui vraiment sont surprévoyantes, ou tout simplement prévoyantes. Hein. Moi, je dirais, elles sont juste dans la norme. En fait, c'est qu'elles se disent, OK, ces tarifs ne sont pas temporaires. Et même s'ils le sont,
le côté erratique de leurs décisions, de leur entrée, de leur sortie, fait que en fait, je perds des contrats ou l'incertitude m'empêche d'investir. Donc oui, ces gens-là commencent à se poser vraiment des questions sur l'Union européenne. Je vais prendre l'exemple pour les boissons alcoolisées, parce que c'est celui qui est vraiment le plus cliché. Les boissons alcoolisées américaines ont été retirées. Le premier mois, en fait, il y avait des trous. Vous allez dans le magasin d'alcool québécois ou ontarien, il y avait des trous. Vous avez barré États-Unis, mais en fait, il n'y avait rien à la place. Et en fait, maintenant, vous constatez qu'il y a de plus en plus d'alcool européen, australien, sud-africain ou même locaux qui commencent en fait à combler ce vide. Donc en fait, l'idée, c'est un peu la même chose risque d'arriver peut-être plus progressive pour d'autres produits agroalimentaires. Et donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment en fait d'anticiper cela. Ça va arriver. Les entreprises canadiennes, pour le moment, elles sont plutôt dans une phase de prise de l'information. Les plus prudents sont déjà en train de chercher leurs nouveaux fournisseurs et de changer. Mais on va dire, il y a quand même une grosse partie qui est en fait dans le moment prise d'information. Ils disent, OK, il y a l'Union européenne, OK, il y a l'Asie, il y a le CETA, OK, comment ça marche, expliquez-moi. Et c'est probable qu'en fait, d'ici la fin de l'été, on arrive plutôt à une phase où vraiment en fait, les stocks américains seront terminés. Est-ce que la guerre va escalader ou pas en termes commerciaux, hein. Et à ce moment-là, c'est sûr que vous allez passer dans une phase d'achat ou de vente massive vers d'autres marchés. Pour vous donner les dernières statistiques du commerce international, les échanges avec les États-Unis et le Canada ont quand même pas mal chuté sur les 2 derniers mois, hein. Et en fait, à contrario, les échanges avec tous les autres pays du monde autres que les États-Unis ont explosé. Est-ce que cette tendance va se maintenir ou pas? C'est à peu près, ça dépendra en fait de décisions politiques. Donc vraiment, prenez l'information, faites le tour d'horizon, parce qu'en fait, le vrai problème, c'est que si vous êtes en retard, n'oubliez pas, dans la diversification commerciale, il n'y a pas que les Français qui se posent la question, il y a le monde entier. Si on ne peut plus faire affaire avec quand même l'un des pays qui représente le quart du PIB mondial, tout le monde va vouloir chercher à faire des affaires ailleurs. Si vous y pensez avant, vous allez sécuriser vos fournisseurs maintenant. Alors qu'en fait, si vous attendez trop tard, en fait, il y aura 6 entreprises derrière vous qui seront en compétition pour le même client ou pour le même fournisseur. Donc, anticipez. Voilà, désolé, j'espère que c'est complet. C'est pas trop long. Très complet, merci. Et peut-être, je me permets une dernière question, peut-être que d'autres se la posent. Actuellement, le CETA est en vigueur, mais n'est pas ratifié par tous les États membres. Qu'est-ce que cela peut... Comment dire? Est-ce que l'accord sera toujours en vigueur, même s'il est refusé de nouveau, rejeté au CETA ou au Sénat ou à l'Assemblée nationale en France? Je ne sais plus à qui il a été envoyé. Mais quelles sont les conséquences? Est-ce qu'un jour, cet accord pourrait ne plus être en vigueur? Alors, en fait, on dit qu'il est en vigueur provisoire. C'est-à-dire qu'en fait, à ce stade, aujourd'hui, hein, il est en vigueur depuis 7 ans et en fait, ça ne nécessite pas la ratification des États membres. En fait, pour la très bonne simple raison, comme je l'ai dit au début de la présentation, le volet commercial de l'accord, c'est vraiment ce qui concerne en fait l'Union européenne. Donc vraiment, c'est ça qui se passe. Et pour vous donner un exemple d'un pays qui a vraiment rejeté le CETA, parce qu'en fait, tout simplement, c'est un pays monocaméral, donc en fait, il n'y a pas de Sénat, il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a qu'une chambre. Ça a été Chypre en 2020, parce qu'eux, ils n'étaient pas contents, si je me rappelle bien, sur le fromage halloumi, ils aimeraient plus de protection. Ce vote n'a pas eu d'effet sur l'application de l'accord. Hein. C'est juste qu'en fait, le fameux volet sur les investissements, donc la fameuse cour d'arbitrage privé, ne rentre pas en vigueur. C'est cette disposition-là, c'est ce chapitre-là de l'accord qui n'entre pas en vigueur. Alors, comme tous les accords commerciaux dans le monde entier, si un jour l'Union européenne ou le Canada veut le dénoncer, oui, ça peut arriver. C'est comme tout, un accord, ça se fait, ça se défait, ça se renégocie. Bon, là, moi, je suis pas dans les secrets de l'Assemblée nationale ou du Sénat, donc je peux pas vous dire déjà est-ce que ça va revenir, quand, comment, etc. En tout cas, vous connaissez très certainement la position du gouvernement actuel, qui est évidemment en faveur de la ratification de l'accord et qui essaye de mettre en avant ces résultats positifs. Comme vous l'avez vu, en tout cas pour le secteur agroalimentaire, ça monte. Vous voyez très bien que voilà, les exportations augmentent, etc. Donc en fait, en réalité, ceux qui font la réussite de l'accord ou pas, c'est pas vraiment en fait un vote ou pas. C'est vous, les entreprises, c'est vous qui démontrez qu'un accord marche ou ne marche pas. Et ce qu'on voit pour la filière agroalimentaire, c'est qu'en fait, ça marche très bien. Donc voilà. Ok, très clair, merci beaucoup. Je vois qu'on est en train de pas mal dépasser sur l'heure prévue. Il n'y a pas eu de questions, donc j'imagine que la présentation était très claire. Et puis de toute manière, comme on vous l'a dit, vous avez l'adresse de
de Jean Toussaint sur la présentation qui vous sera envoyée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous vous transmettrons également un petit questionnaire que vous avez sûrement rempli ou que vous avez reçu lorsque vous êtes inscrit à ce webinaire. On vous le retransmettra pour information. C'est pour obtenir des données qui seront utiles dans le cadre de l'étude que notre expert Jean Toussaint est en train de mener au Canada. Voilà. Bon, je clôture dès à présent ce webinaire. Je vous remercie encore pour votre présence. Je remercie également Jean Toussaint pour sa présentation très claire. Et nous restons à votre disposition si vous avez la moindre demande.